Nous allons faire ensemble. Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Très bien. Nous allons faire ensemble la lithiase vésiculaire. Donc, les objectifs pédagogiques, savoir faire la stratégie diagnostique et thérapeutique. Je m'explique, savoir faire le diagnostic d'une lithiase vésiculaire, savoir reconnaître les complications, identifier et planifier la prise en charge des formes compliquées et bien évidemment argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. Vous avez le plan, l'introduction, les intérêts, rappel anatomique, physiologique, diagnostic clinique, paraclinique, diagnostic différentiel, les formes cliniques, les formes compliquées, le cours précédent, traitement, objectif, méthode, indication, les intérêts chirurgicaux et une conclusion. Qu'est-ce que c'est que la lithiase biliaire? C'est la présence de calculs dans les voies biliaires. On parle de lithiase vésiculaire quand les calculs siègent dans la vésicule biliaire. On parle de lithiase cholédocienne quand il siège dans le canal du cholédoque. Et on parle de lithiase intrahépatique qui sont exceptionnelles quand les calculs sont dans les voies biliaires intrahépatiques. Vous m'entendez là? Vous m'entendez, monsieur? Oui, Vous oui, m'entendez? oui, D'accord. on vous La entend, fréquence, continuez. donc il faut savoir ici qu'elle est fréquente, elle est de 15 à 20%. Elle augmente avec l'âge, arrivée jusqu'à 60% à partir de 70 ans et plus. Elle est asymptomatique dans 80% des cas. C'est une affection bénigne pouvant émailler de complications que mon collègue a déjà citées auparavant. Et il faut savoir que ces complications sont trouvées dans 20% des cas. Et parmi ces complications, nous avons la lithiase de la voie biliaire principale qui est retrouvée dans 10% des cas. Le traitement doit être à temps pour éviter les complications, justement, dont la prise en charge est très lourde. Quant au dépistage, il est inutile vu une portion de lithiase vésiculaire asymptomatique dans la découverte. Elle est souvent fortuite, qui ne conduit pas systématiquement à un traitement parce qu'il faut opérer, il faut traiter, mais pas tout de suite. Quand elle est automatique, il faut attendre. On y arrivera. Je réponds à la question posée lors du premier cours. Donc, comme j'ai dit, elle est de 20 à 30%. Elle augmente avec l'âge pour atteindre 60%. Le sexe ratio, elle est de 3 femmes pour un homme, donc il y a une prédominance féminine. Près de 80% des patients ayant un calcul vésiculaire est asymptomatique. 20% des cas se compliquent. Ces complications, il s'agit de la migration du calcul dans le canal cystique ou dans la voie biliaire principale qui constitue la LVBP, la lithiase de la voie biliaire principale. Les autres complications, elles ont déjà été faites en détail, je les cite ici. Cholécystite, l'inflammation et infection, migration de calcul dans la voie biliaire principale, la fistulisation dans un organe de voisinage et la cancérisation, calculocancer et la cholécysto-pancréatite. Les facteurs de risque sont nombreux. Il faut savoir ici l'âge, les sujets âgés, le sexe féminin, le surpoids, surtout les variations importantes de poids, l'alimentation riche en graisse et pauvre en fibres, c'est un facteur de risque, multiparité, femmes. Le prolongé, on retrouve les patients qui sont sous alimentation parentérale totale. On retrouve chez eux une lithiase vésiculaire au bout d'un mois, une hypertriglycéridémie et certains médicaments, à savoir l'hypocholestérolément à type de fibrate et même les oestrogènes. La lithiase pigmentaire, elle est due à une déconjugaison de la bilirubine qui est soluble sous forme conjuguée et insoluble sous forme déconjuguée. Nous avons aussi la colonisation bactérienne biliaire qui favorise la déconjugaison, et donc la précipitation de la lithiase pigmentaire. Nous allons faire l'anatomie. Elle a été faite par mon collègue, je la refais là. C'est la connaissance de l'anatomie des voies biliaires, elle est indispensable aux chirurgiens, aussi bien pour les techniques de l'exérèse hépatique que pour la chirurgie des voies biliaires extra-hépatiques.
Donc ici, la vésicule biliaire, il faut savoir qu'elle est située au bord antérieur, comme vous voyez ici, du foie, entre le segment 4 et 5. Donc sa longueur, elle est de 8 à 10 cm, sa largeur de 3 à 4 cm. Donc elle a la forme du noir, comme vous voyez, avec un fond, le corps et le col, c'est ce qu'on appelle le jabot vésiculaire. Et là, vous avez le conduit cystique, le canal cystique. Donc, la vésicule biliaire, c'est un réservoir placé en dérivation sur la voie biliaire principale qui vient par là, on va la voir tout à l'heure. Avec elle, ici, c'est le canal cystique, vient par la suite la voie biliaire principale. Donc, vous voyez ici, la voie biliaire principale, elle est à ce niveau. Ça, c'est le cholédoque. Ici, c'est le canal commun hépatique qui vient du canal hépatique droit et gauche. Et tout ça, ça forme la voie biliaire principale, le canal hépatique plus le cholédoque. Donc, c'est la voie biliaire principale. La voie principale se termine le plus souvent donc, dans le duodénum, dans le deuxième duodénum, comme vous voyez ici, avec le canal de Wirsung. Vous avez le canal phréatique avec le canal, la voie biliaire principale, qui se termine dans le D2 et vous voyez ici, elle est entourée d'un appareil sphinctérien complexe qu'on appelle le sphincter d'Oddi. Donc, je récapitule ici. Donc, on distingue les voies biliaires intra-hépatiques, voilà, comme vous voyez ici, et les voies biliaires extra-hépatiques et accessoires, la voie biliaire principale et la vésicule biliaire avec le canal cystique qui est à ce niveau. Et le canal, le canal pancréatique se termine au niveau de D2, entouré d'un appareil complexe qui est le sphincter d'Oddi. La vascularisation artérielle, l'artère cystique issue de l'artère hépatique droite qui vascularise la vésicule, vous voyez ici. Donc, cette artère cystique se situe dans le triangle de Callot. Le triangle de Callot, je vais revenir ici pour vous expliquer ce que c'est. Il est formé, j'explique tout de suite, il est formé au bord inférieur du foie, le canal cystique et la voie biliaire principale dans la dissection doit être soigneuse, qui est un temps essentiel pour le chirurgien pour faire une cholécystectomie. Donc, ça, c'est le triangle de Callot. Du col de la vésicule, donc au niveau du col de la vésicule, cette artère cystique se divise en deux branches, droite et gauche. La vascularisation veineuse, donc le retour veineux de la voie biliaire principale et de la vésicule fait vers la veine porte, et la vésicule, quant à elle, peut se drainer également directement dans des petites branches intrahépatiques portales. La physiologie, vous savez que le foie déverse environ 1 litre de bile dans le canal hépatique. Donc, les voies biliaires constituent l'ensemble des canaux collectant la bile synthétisée dans le foie jusqu'à son écoulement dans le duodénum. Donc, pendant les périodes du jeûne, le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue dans la vésicule qui se remplit. Et par contre, lors d'un repas, l'arrivée du contenu gastrique dans le duodénum, ça entraîne un double réflexe, mécanisme neuro-hormonal. Donc, le sphincter d'Oddi qui se relâche et s'ouvre et la vésicule biliaire se contracte, entraînant bien sûr l'évacuation de la bile vésiculaire dans le duodénum. Lorsque la vésicule contient des calculs, les mouvements de la bile, bien sûr, peuvent entraîner une mobilisation de ces calculs. Donc, la formation, on va parler de la lithogénèse, comment ces calculs se forment. La formation de calculs implique deux facteurs. La modification de certains constituants de la bile et l'existence d'un réservoir qui est la vésicule biliaire dont le rôle est de concentrer cette bile sécrétée par le foie. Donc, la bile est un milieu aqueux, constitué de 85 à 95% d'eau, avec d'autres constituants, les pigments biliaires. Donc, vous avez le cholestérol, bilirubine, des substances aussi solubilisantes, à savoir la lécithine et les acides biliaires. Et le maintien de la bile à l'état de solution est conditionné par l'équilibre justement entre
la concentration en cholestérol et en substances solubilisantes qui sont la lécithine et les acides biliaires. Comment se forment ces calculs? Donc, le cas de lithiase biliaire, donc la bile devient lithogène. Dans quel cas? C'est lorsqu'elle contient du cholestérol en excès, lorsqu'elle présente un déficit en substances solubilisantes, et parfois, c'est les deux facteurs qui se conjuguent. Nous avons la formation de ces calculs. Mais aussi, la sursaturation de la bile en cholestérol, elle aboutit aussi à la précipitation de lithiase cholestérolique. Dans certaines circonstances, les substances peuvent précipiter, en dehors du cholestérol, des substances cholestéroliques. Donc, la maladie hémolytique, la bilirubine produite en excès, elle est éliminée sous forme non conjuguée, donc non hydrosoluble dans la bile, la lithiase pigmentaire, la précipitation de lithiase pigmentaire. En cas d'hyperparathyroïdie, par contre, c'est l'augmentation de la concentration en calcium, de calcium dans la bile qui favorise la formation de lithiase calcique. Vous avez les aspects ici, c'est les pigmentaires, elles sont noires. Les cholestéroliques, en général, c'est des jaunâtres. Et vous avez les mixtes. Pardon. L'anapathe, l'anatomopathologie, donc l'aspect de la pièce, l'aspect de la paroi vésiculaire. La paroi vésiculaire normale, elle est fine, elle est inférieure à 4 mm. Là, cet aspect que je vous ai mis ici, c'est une vésicule qui est malade. Il s'agit d'un épaississement pariétal. C'est un signe de cholécystite. Quand c'est une vésicule normale, elle est fine, elle n'a pas cet aspect. Là, elle est sclérotique dans des cholécystites chroniques ou violacées et inflammatoires lors des épisodes aigus. La nature des calculs, donc vous en avez deux types. Les cholestéroliques, donc ils sont jaunes, mous, friables et radiotransparents. Ils sont retrouvés dans 15% des cas. Vous avez les calculs pigmentaires qui sont noirs, friables et radiotransparents. Donc, ils sont de 5%, ils sont retrouvés dans 5% des cas. Et vous avez les calculs mixtes constitués de bilirubinate de calcium et de cholestérol en même temps. Ils sont retrouvés dans 80% des cas. La physiopathologie, vous avez la liste vésiculaire symptomatique qui s'exprime par une colique, qui s'exprime par une colique hépatique. Donc là, c'est la crise de colique hépatique est provoquée par l'enclavement d'un calcul au niveau du côlé vésiculaire, bloquant ainsi l'évasion de la bile contenue dans la vésicule. Et cette hyperpression qui se développe au niveau des parois, notamment lors des contractions réflexes, elle est responsable de cette pathologie douloureuse qui est hépatique. À ce stade, la douleur est purement d'origine mécanique. Il n'y a pas de composante inflammatoire, il n'y a pas de syndrome infectieux, comme c'est le cas des cholécystites ou des formes compliquées. Le diagnostic, comment peut-on faire le diagnostic à votre avis? Donc, c'est toujours la clinique. L'interrogatoire est très important. Il s'agit le plus souvent d'une patiente obèse, fréquemment intolérante aux graisses, au chocolat et aux œufs, qui présente un épisode douloureux de l'hypocondre droit. Classiquement déclenchée par un repas, elle est déclenchée par un repas riche en graisse. L'interrogatoire retrouve bien sûr la notion d'épisode similaire antérieur et souvent des troubles dyspeptiques à type de nausées, vomissements chez une patiente migraineuse. Donc, cette douleur hépatique, c'est caractéristique, elle est brutale, souvent intense, permanente, elle siège dans l'hypocondre droit ou dans l'épigastre dans 2/3 des cas. Elle est intense à type de spasme, inhibant la respiration avec des irradiations postérieures. Donc, elle se retrouve au niveau, elle irradie vers l'omoplate droite, c'est ce qu'on appelle en bretelle, ou bien en postérieur. Elle disparaît spontanément après un délai qui va de quelques minutes à 2 heures. C'est une colique hépatique sans syndrome infectieux, sans rétention biliaire prolongée, puisque le blocage lithiasique est transitoire. L'examen clinique, donc en général, l'état général, il n'existe ni fièvre, ni état de choc, ni l'inspection ne retrouve pas d'ictère, la voie biliaire principale étant libre. La palpation retrouve un abdomen souple, sans défense. Nous retrouvons par contre une douleur provoquée lors de l'inspiration par la palpation
de l'aire vésiculaire, qui est la jonction des arcs costaux et du bord externe droit des grands droits de la veine. C'est ce qu'on appelle le Murphy positif. Le reste de l'examen est sans particularité. La biologie, donc on retrouve parfois les transaminases élevées, plus ou moins élevées. Cette élévation peut être importante au début, mais qui est fugace. Elle se normalise au bout de 48 heures. Les gamma-GT phosphatases alcalines sont rarement élevées en l'absence d'un obstacle biliaire persistant. Les examens complémentaires, donc pour faire le diagnostic d'une lithiase vésiculaire, c'est d'abord, ça se confirme à l'échographie. Le premier examen, c'est l'échographie. Elle est sensible dans 95%, supérieure au scanner ou à l'imagerie par résonance magnétique. Donc, comme vous voyez ici, on retrouve les calculs, soit des calculs vésiculaires de petite taille, donc même de 1 à 2 mm, qui sont visualisés à l'échographie, soit c'est une image en cône d'ombre, donc présence de calculs hyperéchogènes avec un cône d'ombre postérieur, mobile, avec les changements de position. Donc ici, l'échographie, elle permet aussi de nous montrer par des signes indirects la dilatation de la voie biliaire principale qui pourrait témoigner d'un obstacle persistant et des signes associés de complications, à savoir la cholécystite par l'épaississement des parois vésiculaires. Ici, vous avez des images échographiques, donc ça, c'est des calculs. Et là, c'est les formes compliquées. Là, c'est la voie biliaire principale qui est dilatée. Et là, c'est surtout la cystite. C'est une vésicule gangrénée qu'on voit à l'écho. L'ASP n'est pas contributif pour le diagnostic de la lithiase vésiculaire. On le fait parfois, mais on peut retrouver une calcification dans l'hypocondre droit, peut être vue sur l'ASP, mais le diagnostic est fait par l'échographie abdominale. Les autres examens complémentaires, bien sûr, le scanner, l'IRM et même l'écho-endoscopie, c'est surtout dans les formes campées. Mon collègue a déjà parlé et a expliqué longuement lors du premier cours. Les diagnostics différentiels en cas de lithiase vésiculaire, pensez à une hépatite aiguë, un ulcère du bulbe duodénal, colopathie fonctionnelle, à prédominance droite, appendicite sous-hépatique, et l'IDM, bien sûr, l'infarctus du myocarde, quand on a une expression de cette colique hépatique en épigastrique chez un sujet de plus de 50 ans, il faut avoir à l'esprit ce diagnostic. Ça peut être un diagnostic différentiel. Et on élimine, bien sûr, par un ECG. Les formes cliniques, je vais les citer parce que ça a été déjà fait. La forme symptomatique, c'est la lithiase vésiculaire symptomatique, je vais en parler. Et on a déjà parlé dans le diagnostic positif. Les formes compliquées, c'est la cholécystite aiguë, angiocolite et la pancréatite aiguë. On arrive au traitement. Quels sont les objectifs du traitement? Donc, c'est de soulager le malade de sa douleur, la prise en charge du système infectieux dans les formes compliquées, bien sûr, et enlever le réservoir de calcul, donc c'est-à-dire l'ablation de la vésicule, c'est ce qu'on appelle la cholécystectomie, pour éviter les récidives de coliques. Les moyens, nous avons des moyens médicaux et chirurgicaux. Donc, le moyen médical, c'est le traitement de la crise par des antalgiques, antispasmiques et anti-inflammatoires, antibiotiques en cas de fièvre dans les formes compliquées. Nous avons le traitement par les dissolvants et le traitement par la lithotripsie qui ne sont pas utilisés, mais il faut les connaître. Le traitement chirurgical, donc une fois la crise calmée, la cholécystectomie doit être faite. Il faut enlever le réservoir pour éviter la récidive et les complications. Le traitement dissolvant, donc c'est l'acide kénodésoxycholique, le Kénodex et l'ursolvant. Il est efficace que sur lithiase cholestérolique lorsque la vésicule biliaire est fonctionnelle. La durée du traitement est au minimum de 1 an, donc son efficacité reste faible car le taux de rechute après du traitement est élevé. Donc, il a des indications qui sont exceptionnelles. Le principal risque ici, c'est l'indication abusive qui retarde l'acte chirurgical et favorise aussi la survenue de complications évolutives de la lithiase.
La lithotripsie externe, elle consiste à fragmenter ces calculs par onde de choc à partir d'un appareil, le lithotriteur, en guidant le tir par échographie. Donc, il nécessite d'associer aussi un traitement dissolvant pour dissoudre les fragments. Donc, il faut les deux, la lithotripsie et le traitement dissolvant. Donc, son efficacité et ses indications rejoignent celles du traitement dissolvant. Elle peut cependant être utile que dans certaines lithiases des canaux. La chirurgie, donc il faut savoir que le traitement de la lithiase biliaire et de la lithiase vésiculaire est avant tout chirurgical, c'est l'ablation de la vésicule biliaire. C'est ce qu'on appelle cholécystectomie. Donc, supprimer le facteur vésiculaire de la lithogénèse et bien sûr s'assurer de la vacuité de la voie biliaire principale. Les indications. Donc, je réponds à la question qui a été posée à mon collègue lors du premier cours. La lithiase biliaire asymptomatique. Évidemment, on fait une abstention thérapeutique et la règle devant une lithiase biliaire de découverte fortuite, donc elle est asymptomatique. On informe le patient des symptômes susceptibles de survenir donc, et des risques évolutifs de cette lithiase, en particulier le risque à long terme. Donc, la surveillance clinique régulière, elle doit être régulière. Donc, et il vaut mieux opérer le malade étant jeune. Donc, on aura d'autant plus tendance à conseiller une intervention quand il s'agit d'une microlithiase. Pourquoi? Parce qu'il y a risque de migration vers la voie biliaire principale, mais aussi vers le pancréas et risque de lithiase de la voie biliaire principale et de pancréatite. Le traitement de la colique hépatique, donc lithiase vésiculaire symptomatique non compliquée, je l'ai déjà dit, donc le traitement médical à type d'antispasmodique, Péros, ou plus rarement en cas de crise rebelle par voie intraveineuse. Le traitement symptomatique, ce sont des antispasmodiques, Péros, ou mieux IV, c'est le Spaspan, diète et le repos au lit. Les antiémétiques, donc Imperan, donc en cas de vomissement ou de nausée. Prévention des récidives repose sur l'éviction, bien sûr, des facteurs déclenchants, tout ce qui est gras, les œufs. La lithiase biliaire devient symptomatique en fonction des crises, donc l'indication opératoire est la règle. Cette indication doit être modulée en fonction du risque opératoire, bien sûr, lié au terrain. La cholécystectomie, donc nous avons actuellement deux voies, la célioscopique en indication et la voie conventionnelle, c'est la laparotomie. Là, c'est la célioscopie, vous voyez les trocars, la méthode célioscopique. Et là, c'est les voies d'abord que nous utilisons, soit une voie sous-costale, soit transversale, soit la médiane. La voie que nous pratiquons, c'est surtout la sous-costale ou transversale. En conclusion, donc, la chirurgie est le traitement de choix de la lithiase vésiculaire symptomatique. Voie d'abord, je l'ai déjà expliqué, la sous-costale droite et plus rarement par voie sus-ombilicale. La voie célioscopique, donc cholécystectomie par laparoscopie, est actuellement le traitement de référence. Le malade doit être prévenu, bien sûr, de la possibilité d'une nécessité de conversion, même si elle est rare actuellement parce que les chirurgiens sont entraînés à faire à opérer la lithiase vésiculaire par cette voie, mais il faut toujours avertir le malade de la possibilité de la conversion en cas de problème, en cas d'incident péropératoire. Les contre-indications donc de cette voie d'abord, de la voie célioscopique, sont l'insuffisance respiratoire sévère, le péritoine, antécédents chirurgicaux du même site. Les avantages de cette voie d'abord sont nombreux, l'absence de cicatrices, pas de douleur ni complications pariétales, la reprise alimentaire précoce, l'hospitalisation et la reprise d'activité est rapide aussi. 95% des cholécystectomies pour lithiase vésiculaire sont réalisées par laparoscopie et bien sûr sans oublier l'analyse de cholécystectomie qui est obligatoire. Donc, la cholécystectomie par laparotomie ou célioscopie
là, doit être complété par une cholangiographie opératoire. Ça, c'est par cannulation du canal cystique pour éliminer l'existence de calculs dans la voie biliaire principale. La cholangiographie n'est pas systématique en opératoire. Il y a des éléments, c'est en opératoire. Si la voie biliaire principale est dilatée, nous avons des petits calculs, voie biliaire principale dilatée. Là, l'indication de la cholangiographie, elle a ses indications, bien sûr. Et je vous remercie.